Donc, je vous remercie d'être là ce soir pour la rencontre d'information du programme d'AEC évaluateur estimateur en bâtiment. Euh, pour le programme, les informations que je vais vous donner ce soir, je vais vous donner l'information sur les conditions d'admission, les coûts de la formation, l'horaire des cours, le mode d'enseignement et le matériel requis. Je vais vous parler du contenu des cours, de la séquence des cours, des préalables. De plus, qu'est-ce que ça implique, un retour aux études? Donc, j'appelle ça le métier d'étudiant. L'information va parler de la profession aussi, puis des perspectives d'emploi. La période de stage, comment ça se passe, le volet de présence au cours et par la suite, là, je vais vous expliquer comment déposer une demande d'admission via le SRAM. Donc, pour les conditions d'admission, on est dans des études supérieures pour une attestation d'études collégiales. La personne doit posséder un diplôme d'études secondaires. Je vais juste valider, vous voyez bien ma présentation? Parfait. Donc, la personne doit posséder un diplôme d'études secondaires. Ça peut être aussi une attestation d'études de niveau secondaire. La personne pourra avoir un DEP avec son français de secondaire 5. Et pour les gens qui ont fait des études à l'extérieur du Québec, à ce moment-là, la condition, c'est d'avoir fait une demande d'évaluation comparative auprès du ministère là, de l'Immigration. Par la suite, comme on est dans une attestation d'études collégiales, on parle surtout de clientèle adulte, il faut que la personne ait interrompu ses études à temps plein depuis au moins 2 sessions ou une année consécutive. Ce que ça veut dire, si ça veut dire qu'un jeune qui est au secteur jeune, qui terminerait son secondaire, qui a terminé son secondaire en juin 2023, ne serait pas admissible à une attestation d'études collégiales. Ce jeune-là serait admissible à un DEC, mais pas une attestation d'études collégiales parce qu'il n'a pas fait sa période d'une année en ayant interrompu des études, ou une personne qui serait venue par la suite, qui aurait un parcours, qui aurait fait une année d'études collégiales, il pourrait être admissible à ce moment-là. Là, c'est sûr que je ne vois pas les visages de tout le monde. À première vue, je pense que tout le monde là, répond aux critères de l'année d'arrêt. Donc, c'est d'avoir fait une année d'arrêt à un moment donné dans notre parcours scolaire. Pour les gens qui ne sont pas certains, à ce moment-là, je vais pouvoir là, répondre là, par la suite à vos questions. En plus d'avoir le diplôme d'études, l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires, il faut avoir les mathématiques, soit technico-sciences ou sciences naturelles, ou pour ceux qui ont fait des études il y a un petit bout de temps, c'est les mathématiques, excusez-moi, 436. Donc, on parle des mathématiques enrichies de secondaire 4, si on veut le nommer là, plus facilement de cette façon-là. Donc, c'est au niveau des conditions d'admission. Au niveau des coûts de la formation, vous devez calculer des frais de scolarité de 188,75 5 fois, donc pour 5 sessions durant votre formation. À ça va s'ajouter des frais de volume ou des guides d'apprentissage pour environ 800 $. Et il faut prévoir aussi des frais pour des déplacements qui seraient liés à des activités pédagogiques à l'extérieur du cégep. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes dans un cours de construction ou un cours de mécanique du bâtiment, ben, vous voyez la plomberie, vous voyez le chauffage, ben, ça va arriver des fois que l'enseignant va vraiment vouloir vous amener dans un milieu concret pour que vous puissiez voir c'est quoi exactement de quoi il parle, là, avoir vraiment une figure concrète. Fait qu'il y a à certains moments dans la formation là, des déplacements à faire pour se rendre là, à différents endroits qui pourraient être aussi un chantier. Donc, c'est sûr que
faut prévoir aussi sur un chantier, à ce moment-là, ça prend, ils nous acceptent, mais avec des bottes cap d'acier sur un chantier, un casque et tout ça. On n'est pas rendu là, mais c'est juste que je vous le nomme que des fois, ça se pourrait, s'il y a lieu, en allant sur un chantier, qu'on doit avoir cet équipement-là aussi. D'une façon ou d'une autre, c'est de l'équipement que vous allez avoir besoin par la suite après votre formation. Parce que peu importe ce que vous allez, estimateur ou évaluateur, vous allez avoir des endroits où ils vont vous demander d'avoir les protections nécessaires. Au niveau de l'horaire des cours, tantôt je vais revenir sur le mode d'enseignement, je vais vous en parler. L'horaire des cours, faut penser qu'il faut être disponible du lundi au vendredi. C'est majoritairement entre 8h55 et 16h10, mais ça peut arriver à certains moments que les cours commencent à 8h ou peuvent se terminer à 18h. C'est en fonction des fois de laboratoires informatiques. Il y a certains laboratoires informatiques que des fois, ça va arriver qu'on doit prolonger ou commencer un petit peu plus tôt pour être en mesure là, d'avoir accès, ou des fois des enseignants aussi, au niveau de la disponibilité des enseignants. Donc, je vous dis que ça arrive à quelques moments que vous allez terminer à 18 heures. Ce n'est pas à tous les jours. Des fois, ça peut être une journée semaine, ça peut être deux. Fait qu'à ce moment-là, il faut juste prévoir un plan B, là, parce que les horaires du cégep, c'est entre 8 heures et 18 heures. Donc, la formation va être offerte à temps plein de jour. Si vous regardez, on vous a mis un exemple d'horaire. OK? Quand je dis du lundi au vendredi, vous ne serez pas là de 8h à 18h ou de 8h55 à 16h10. Là. Dans la semaine, vous avez toujours des moments qui s'appellent travaux pratiques. Donc, vous le voyez dans l'horaire, des moments de travaux pratiques, c'est des moments pour faire vos lectures, pour avancer, faire vos devoirs, pour faire vos travaux en équipe. Donc, c'est vraiment des moments pour vous. Qui est bien d'en profiter aussi, parce que pour ceux qui ont des familles, à ce moment-là, c'est un bon moment quand les enfants sont à la garderie ou à l'école de pouvoir avancer là, dans vos devoirs scolaires. Il y a peut-être des gens qui disent, moi, je voudrais travailler pendant ce temps-là. Ça peut arriver que les horaires changent. Des changements d'horaire, ça arrive, en sens qu'un enseignant qui est absent, veut reprendre son cours, à ce moment-là, on va reprendre les cours dans les périodes de travaux pratiques. Fait qu'il faut avoir, pour ça qu'on vous dit qu'il faut être disponible du lundi au vendredi. Maintenant, comme vous avez pu voir possiblement sur notre site web, le programme va se donner en formule hybride. Qu'est-ce que ça veut dire, la formule hybride? C'est qu'il va avoir, je vais juste regarder quelque chose, excusez-moi. Bon. Donc, la formule hybride, c'est qu'il va y avoir des séances de cours qui vont se faire en présence au cégep et d'autres séances de cours qui vont se faire à distance, toujours en temps réel. Plus spécifiquement, quand on est en présence, tout le groupe est en présence. Quand on est à distance, tout le groupe est à distance. Okay? Ce n'est pas un choix qu'on a de dire, moi, je vais faire mon cours à distance aujourd'hui. Non, c'est vraiment, ça va être planifié à l'avance. Donc, les enseignants vont regarder en fonction des contenus de cours qu'ils ont enseignés, en fonction, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un logiciel spécialisé aussi qui est accessible seulement au cégep. Donc, l'enseignant va regarder les contenus qu'il a enseignés et va déterminer au début de sa session, bien avant, là, quand il va faire la préparation de son cours, quelles séances peuvent être faites à distance et d'autres en présence. Pour vous situer, c'est qu'on calcule que durant la formation, on fait une moyenne, environ 50%, ça va être environ 50-50 au niveau des cours en présence physique au cégep et un autre 50% qui pourrait être à distance. Donc, ça se pourrait que vous ayez un cours, que l'enseignant dit, moi, 50% de mon cours va se passer à distance, l'autre 50% va être en classe. Un autre enseignant, lui, aurait besoin d'un logiciel spécialisé, ce
qui est le cas dans le secteur de l'estimation, principalement pour l'estimation. Il y a des logiciels là, qu'on doit vraiment installer dans les laboratoires au cégep et il n'y a pas d'accès. Vous ne pourriez pas avoir accès à distance là, à la maison avec les licences. C'est des licences que nous, on doit se procurer. Fait en gros, c'est ça. Ce que ça veut dire, le mode hybride. Oui, David? Petite question pour ça, parce que c'est hybride, c'est à distance, puis des fois, il faut se présenter. Ils vont-tu laisser un jeu pour nous permettre de nous déplacer d'un cours à l'autre? Ou, Ça va être réfléchi quand on va bâtir les horaires, effectivement. C'est bon. Parce que dans le fond, on est conscient qu'il y a des gens qui vont provenir là, des Laurentides. La Laurentide, c'est quand même assez grand comme territoire aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont provenir de d'autres régions. Donc, oui, ça va être réfléchi. Là, on ne vous laissera pas 30 minutes de déplacement. Là. Bonne question. Merci, David. Donc, durant la formation, comment ça va se passer au niveau de ce mode d'enseignement-là? Il va y avoir une obligation là, ce soir, c'est sûr que j'enregistrais, je ne vous demandais pas l'obligation d'ouvrir votre caméra. Par contre, quand on est en formule à distance, la caméra devra être ouverte en tout temps durant le cours. Fait qu'il va y avoir vraiment des règles. C'est comme si vous êtes même si on est à distance, vous êtes dans une salle de classe avec un enseignant. C'est le mode qui change, mais les règles de classe vont rester la même chose. Pour suivre la formation, dans le fond, c'est sûr qu'on demande que l'étudiant ait une certaine aisance avec le matériel informatique. Par contre, pour les gens on est conscient que des fois, il y a des gens là, que vous n'avez pas eu à travailler beaucoup avec l'informatique. Il y a quand même un soutien informatique en cas de difficulté qui va être disponible. Une semaine avant le début de la formation, on va faire une rencontre pour s'assurer que tout le monde est capable de se connecter sur la plateforme Teams, vraiment pour s'assurer que vous soyez en mesure de pouvoir suivre les cours. Fait qu'il y a quand même un accompagnement. Puis vous allez aussi, tantôt je vais en parler, mais vous allez avoir un cours aussi d'informatique, mais là qui est plus au niveau du volet Word et Excel, mais vous allez avoir aussi à vous familiariser durant la formation, le premier module là, avec ces logiciels-là. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une connexion Internet haute vitesse. On dit 5 mégabits seconde ou plus rapide. Il y a toujours moyen, là, avec votre fournisseur, de vérifier votre connexion, la vitesse de votre connexion. Donc, faut penser à ça pour pas que vous ayez toujours des coupures là, ou que ça gèle dans votre écran. On demande, les gens nécessairement doivent avoir un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau muni d'une caméra. Pas de tablette ni de cellulaire parce que vous allez avoir quand même des manipulations à faire. Puis, imaginez suivre un cours sur votre téléphone là, avec des présentations que l'enseignant va faire. À ce moment-là, ça fait vraiment un ordinateur. Là. Pas besoin que ce soit un ordinateur hyper performant, qu'elle puisse seulement là, pouvoir ouvrir Teams. C'est correct à ce moment-là. Ça va prendre un casque d'écoute. Je vous dirais qu'idéalement, c'est plus intéressant aussi. Il y en a qui aiment mieux pas de casque d'écoute, mais on va vous demander d'avoir un casque d'écoute. Un micro, donc avoir à votre possession aussi un micro, puis la caméra web. C'est sûr que les portables, normalement, vous avez tous une caméra intégrée. Pour ceux que vous avez un ordinateur de bureau, à ce moment-là, vous pouvez faire l'achat d'une petite caméra que vous mettez sur votre écran, là, juste en haut de votre écran, puis c'est branché avec un port USB. Sur votre ordinateur, on va vous demander aussi d'installer le Adobe Acrobat pour pouvoir lire des fichiers PDF. C'est gratuit. Donc, c'est facile à trouver là, sur Internet pour ça. Tantôt, je parlais de Word, Excel. Quand vous êtes admis au collège, au cégep, à ce moment-là, vous avez accès à la suite Office 365 qui est gratuitement.
OK. Je vous le dis tout de suite ce soir, parce que des fois, il y a des étudiants qui disent oh, vite, vite, je vais aller me l'acheter. Vous allez l'avoir gratuitement une fois que vous allez être là, admis là, au Cégep. Et sur Office 365, vous avez d'inclus aussi Teams. Donc, à ce moment-là, c'est Teams, comme ce soir, dans le fond, qui va être utilisé là, pour l'enseignement à distance. Est-ce que vous avez des questions en lien avec ce que je viens de présenter sur le mode d'enseignement, équipement, etc.? Ça va? OK, parfait. Une question, s'il vous plaît. Oui? Une question. Moi, mes diplômes ne sortent pas d'ici, dans ces diplômes d'ailleurs. Et puis, j'ai fait l'équivalent secondaire 5 dans le fond ici, avec le ministère. Donc, j'ai un code permanent. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que j'étais déjà inscrit à la formation continue gestion de commerce chez vous, donc à Saint-Jérôme? Je l'ai arrêté, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je l'avais arrêté. Est-ce que ça va compter pour une année que j'ai arrêté ou je l'ai arrêté au mois d'avril? Bien, écoutez, je pense que avant ça, vous avez arrêté vos études avant gestion de commerce. Vous avez, c'est ça. Fait que donc, vous êtes admissible sur la base là, de l'année d'arrêt, vous l'avez amplement. Ça, il n'y a pas de problème. C'est bon. Et puis le fait que j'ai été déjà inscrit chez vous en formation continue. Il n'y a pas de problème, on va regarder votre dossier. Et j'étais en gestion de commerce. OK, parfait. Mais ça, on voit tout ça. Quand vous faites une demande d'admission via le SRAM, on voit toutes les études que vous avez faites, autant au secondaire qu'au collégial. On ne voit pas l'université, mais on voit vraiment l'ensemble là, du secondaire et du collégial. Donc, je vais rentrer dans la séquence des cours, les préalables. La formation débuterait le 13 novembre 2023 pour se terminer le 14 février 2025. Durant la formation, juste ici en haut, vous avez des périodes d'arrêt. Donc, c'est sûr qu'on est en formation continue. On n'a pas beaucoup de périodes d'arrêt parce que le but, c'est, je pense que vous voulez terminer le plus rapidement aussi votre formation. Mais vous avez, à Noël, durant la période des fêtes, vous avez toujours 2 semaines d'arrêt. Donc, ça 2 semaines d'arrêt. Donc, vous allez avoir 2 périodes pendant votre formation où vous allez avoir 2 semaines d'arrêt à Noël. Et l'été, vous avez 2 semaines d'arrêt qui sont les semaines de la construction. Fait que vous allez avoir au total 6 semaines là, d'arrêt là, de cours durant votre programme. Donc, si on regarde, vous voyez la séquence des cours, vous voyez par module. Module 1, 2, 3, 4 et j'en ai un autre, 5 et 6. Donc, nous, on fonctionne par module. Vous avez qui, dans le fond, nécessairement, il y a une session qui est regroupée là, à ça. Je vais vous expliquer là, tantôt. Donc, si on regarde notre module 1, va durer 13 semaines. Dans le 13 semaines, il y a 2 semaines de vacances d'inclus, donc va durer 11 semaines. On va commencer avec un cours de complément de mathématiques. On est conscient des fois que les mathématiques du secondaire sont loin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec un 15 heures mécanique, attendez, ici, mathématiques de base liées au bâtiment. On va commencer avec un 15 heures de mise à niveau là, en mathématiques. Par la suite, on va y aller avec notre cours de complément de mathématiques, qui est de 45 heures. Là, on va rentrer plus dans des thématiques que vous allez avoir besoin tout au long de votre formation, mais qui vont avoir un lien avec l'estimation et l'évaluation. Au niveau de la construction, vous allez... Attendez, excusez-moi, moi juste fermer ça, je voulais avoir un autre... Donc, au niveau du cours de construction, vous allez voir toutes les étapes d'une bâtisse résidentielle, tous les systèmes qui sont les sous-systèmes d'une construction. C'est quoi les catégories d'équipements, d'outillage qu'on peut utiliser. Par la suite, vous allez le cours de produits et matériaux.
ça le dit, dans le fond, quels sont tous les produits et les matériaux qui existent, d'autant les produits de maçonnerie, le bois, le métal, le béton, les produits isolants, les produits d'électricité, les portes, les fenêtres, la finition. Donc, dans les produits et matériaux, même que l'enseignant va possiblement vous envoyer dans un centre de rénovation puis dire, bien là, vous devez aller explorer, là, c'est quoi les matériaux qui sont reliés, qui sont disponibles. Tantôt, je vous parlais d'un cours d'utilisation de logiciels. Donc, dans le cours d'utilisation de logiciels, on va voir une portion qui va être Word, mais il va y avoir une grande portion qui va être au niveau de Excel. Excel est un logiciel qui est très utilisé dans le secteur de l'estimation et de l'évaluation aussi. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment, parce que vous allez l'utiliser, Excel, vous allez l'utiliser tout au long de votre formation pour faire différents types de calculs. Et on veut vraiment là, que vous soyez à niveau, au niveau de Excel. Pour les gens qui n'ont jamais utilisé Excel, pas de panique à ce moment-là. Hein, le cours est là pour ça. Il y en a qui peut-être le maîtrisent mieux. Donc, ça va peut-être demander un peu plus de travail pour se mettre à niveau au niveau d'Excel. Mais le but est là, c'est un cours, on part de la base là, au niveau de Excel. On va avoir un cours de construction 2. Dans notre cours de construction 2, ce qu'on va voir, c'est tout ce qui est en lien avec le béton et l'acier. Donc, toutes les notions de base sur les structures de béton armé, les composantes, son rôle, on va faire le coffrage. Fait que c'est vraiment là, relié au béton et à l'acier. Par la suite, on va avoir un cours de droit de la construction parce que c'est sûr qu'on a des règles qui régissent tout ça. On a les mesures de prévention, comment faire un travail sécuritaire aussi sur un chantier de construction. On commence le volet estimation. Quand vous regardez les cours que vous avez au premier module, ce sont des cours qui sont autant reliés à l'évaluation qu'à l'estimation. Donc, l'évaluateur, quand il évalue une maison, bien, il faut qu'il connaisse les matériaux parce qu'il va devoir mettre un coût à cette maison-là, puis que ce soit un type de matériau versus un autre. Ça peut faire une différence aussi dans l'évaluation de sa maison. Fait que c'est vraiment, on a des cours de base qui sont reliés vraiment aux deux secteurs parce que vous voyez que le programme comme tel va vous amener vers deux fonctions de travail. Je vais en reparler tantôt au niveau là, des fonctions de travail que vous pouvez avoir. Donc, le cours d'estimation, bien, c'est sûr que le 1, on est à la base. On va voir c'est quoi, dans le fond, on va voir une soumission, on va voir c'est quoi un devis aussi. Fait qu'on va partir de cette base-là pour commencer à faire là, des soumissions. Il y a des appels d'offres. On va vous parler aussi des appels d'offres là, que vous avez sûrement entendu parler. Les villes, des fois, font des appels d'offres, etc. Vous aviez un cours de plan et de vie. C'est nécessaire de pouvoir lire des plans. On ne conçoit pas des plans dans notre programme, mais il faut être capable de bien lire. Qu'est-ce que ça veut dire, les petits codes qu'il y a sur les plans? Donc, la plomberie, l'électricité. On a aussi là, tout ce qui est le volet plus génie civil. Donc, stationnement. Donc, c'est vraiment là au niveau des plans, il va falloir les lire parce que par la suite, toutes les activités pédagogiques qu'on va faire vont être basées sur des plans. Donc, on va prendre un plan, puis notre plan, mais c'est avec ça, après ça, qu'on va estimer les coûts de notre projet. Dans le troisième module, on va commencer des cours au niveau de l'évaluation. On va commencer des cours au niveau des coûts résidentiels et agricoles. Au niveau des coûts résidentiels et agricoles,
ce qu'on va plutôt voir, c'est comment faire un relevé qualitatif, quantitatif après avoir visité un immeuble. Là, on va parler du résidentiel. Un peu plus tard, on va parler d'un autre volet du commercial, mais avec toutes les fiches. Donc, comment je dois remplir une fiche quand je vais faire une évaluation d'une maison. Vous avez le deuxième cours d'estimation. Là, on va voir tous les coûts budgétaires. On va travailler à l'aide de banques de données. Donc, on va aller chercher dans des banques de données que nous avons, dans le fond, qu'on achète. Parce qu'il y a dans les banques de données, bien, on voit c'est quoi le coût unitaire des matériaux. On voit c'est quoi le coût de la main-d'œuvre. On va voir. Fait que, tu sais, on va vraiment là, estimer à l'aide de tous ces paramètres-là. On a un cours de mécanique du bâtiment aussi. Donc, dans la mécanique du bâtiment, ça inclut plomberie, chauffage, ventilation et, excusez, il m'en manque un. Plomberie, chauffage, ventilation et climatisation. Donc, on va voir tous les paramètres au niveau de la mécanique du bâtiment. Puis ce cours-là, vous allez voir un peu plus loin, on va faire de l'estimation mécanique. Donc, il faut vraiment avoir ces éléments-là pour être en mesure, après ça, de bien saisir, puis après ça, faire un estimé qui est représentatif. On a un cours de statique et résistance des matériaux. Là, on va apprendre, tu sais, il y a différentes normes. Si j'ai une poutre dans une maison, ben, elle doit avoir un degré pour qu'elle puisse bien soutenir le toit. Donc, c'est des calculs comme ça là, de résistance de matériaux là, dans ce cours-là. Fait que les mathématiques sont importantes. Pour, par la suite, là, notre cours de statique et résistance des matériaux, pouvoir appliquer là, nos notions de mathématiques qui sont spécifiques à notre programme. Notre module 4, on est vraiment dans des cours d'estimation spécifiques. Vous voyez électricité, génie civil et mécanique. Je ne ferai pas davantage parce que le titre en dit bien des choses. Technique de parité, c'est un cours qui est en lien avec l'évaluation. Donc, la technique de parité, c'est là qu'on va voir, on va faire des comparables. Donc, j'ai deux bâtiments similaires, je vais pouvoir comparer. Dans un même secteur, le bâtiment similaire, comment je peux faire des ajustements qui vont être en lien avec les caractéristiques tantôt que je vous parlais là, au niveau plus au niveau des matériaux. Comment je vais produire un document visuel, parce qu'une fois que je vais avoir fait ça, bien, il faut que je fasse un rapport. Donc, comment je fais ce rapport-là? Comment est-ce que je dois le bâtir aussi? On a presque fini notre formation par la suite. On a notre cours de construction 3 qui, là, on va vraiment plus voir au niveau de l'enveloppe et ses finis intérieurs. Toutes les composantes de l'enveloppe, les murs, les fenêtres, les jonctions, puis toutes les finis intérieurs. Le cours d'immeubles commerciaux et industriels, on retourne au niveau de l'évaluation et méthode de revenus aussi, qui est un cours en lien avec l'évaluation. Donc, la méthode de revenu, c'est, bon, si j'ai un immeuble, on va estimer, si je veux faire l'acquisition d'un immeuble, ça va jusqu'à l'acquisition d'un immeuble. C'est quoi le montant d'argent que je vais avoir besoin pour l'acquisition d'un immeuble? L'autre chose, c'est tout ce qui est revenu. Fait que j'ai un immeuble à revenu. À ce moment-là, faire les calculs, là, combien que ce bâtiment-là peut me rapporter. Et au niveau d'immeubles commerciaux, bien là, on va faire un relevé quantitatif et qualitatif, mais en lien avec des immeubles commerciaux industriels, institutionnels. Tantôt, j'en avais parlé, qui était plus le volet résidentiel, mais là, on est plus au niveau du commercial puis l'industriel. On va avoir un stage de 4 semaines qui va être à la fin complètement de notre programme, qui, dans le fond, on va être 28 heures semaine en stage sur 4 semaines. Et à la fin de la formation, bien, les gens vont avoir le choix de faire un stage soit dans le secteur de l'évaluation, soit dans le secteur de l'estimation.
on se rend compte que les étudiants, quand ils arrivent, des fois, ils disent, ben moi, je m'en viens pour le programme parce que j'aimerais ça travailler en évaluation. D'autres disent, ah, ben moi, mon choix, c'est estimation. C'est pas rare que durant la formation, les étudiants changent d'idée. Donc, qui voient qui explorent une autre facette, une autre profession. Fait qu'à ce moment-là, ils font le choix. Fait à la fin, je vous dirais que les milieux de stage, les étudiants n'ont pas de difficulté à se trouver un milieu de stage parce que c'est les étudiants qui recherchent leur milieu de stage, mais en même temps, je vous dirais que ça vous fait une recherche d'emploi aussi. Parce qu'on s'aperçoit que plusieurs de ces étudiants-là reçoivent des offres par la suite parce qu'ils vous ont vu aller pendant 4 semaines, ils vous ont quand même formé pendant 4 semaines dans leur entreprise et il y a un besoin dans le secteur autant de l'estimation que de l'évaluation. C'est un volet intéressant parce qu'on sait qu'au niveau du marché du travail, ça va bien là, par la suite. Donc, je viens d'en parler un peu, hein, les deux voies de l'estimation en construction puis l'évaluation immobilière. L'estimation en construction, plus spécifiquement, dans le fond, c'est l'estimateur, lui, va évaluer des coûts de construction d'un projet. Toute l'exécution d'un projet va faire la préparation, va élaborer des soumissions. On en voit dans des firmes de construction. On a des étudiants qui se sont placés dans des entrepreneurs en électricité, d'autres dans des municipalités. C'est quand même, je vous dirais, varié, mais c'est beaucoup dans des firmes de construction là, que nos étudiants aussi se sont placés. Au niveau de l'évaluation immobilière, on va évaluer diverses catégories d'immeubles, comme je vous parlais tantôt, hein, autant résidentiel, commercial, institutionnel. Pour ceux qui ont une maison, on vous entendez parler du rôle d'évaluation. Donc, on a un compte de taxes, c'est les évaluateurs qui vont s'assurer de la mise à jour là, du rôle d'évaluation, puis de rédiger les rapports. Fait qu'il y a des entreprises privées, il y a des municipalités, donc il y a des firmes privées qui vont travailler dans le secteur de l'évaluation. Ça peut être aussi faire de l'évaluation en vue d'un prêt. Donc, ils vont travailler peuvent travailler pour des institutions financières parce qu'ils doivent évaluer les maisons en vue de dire combien est-ce qu'ils peuvent prêter aussi pour la maison. Il y a beaucoup des municipalités aussi qui ont aussi des évaluateurs fonciers. Donc, c'est quand même varié comme milieu de travail. Au niveau des perspectives d'emploi, on vous a mis les deux. Donc, l'estimateur en construction, c'est les perspectives de 2021 à 2025 pour les deux. C'est sûr qu'ici, le salaire horaire, ça reste des statistiques. En sens que, on dit minimum 20 de l'heure, ça peut aller jusqu'à 46 et 15. Ça va dépendre des petites entreprises, des grandes entreprises, mais si on regarde, les perspectives sont excellentes. Quand on regarde au niveau de l'évaluateur ici, à ce moment-là, on dit des perspectives bonnes, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de municipalités qui attendent des finissants, on pourrait dire à la grandeur là, du Québec, parce qu'actuellement, ils doivent là, des fois former ces gens-là parce qu'il n'y a pas assez de finissants dans ce secteur-là. Le stage en entreprise, je vous en ai parlé tantôt. Au niveau de la présence au cours, dans le fond, moi, je vous dirais que la présence au cours, c'est un gage de votre réussite. Vous voyez quand même qu'il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Il y a dans ce secteur-là. Il y a peut-être des gens qui ont déjà une expérience dans le secteur de la construction. Il y en a d'autres qui n'en ont pas. L'expérience n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui ont vraiment fait un tout autre travail dans tout au long jusqu'à maintenant. Donc, les gens ne réussissent pas moins bien. C'est sûr que quand vous êtes au cours, que vous écoutez,
vous avez tout le contenu que l'enseignant puis toutes les activités qui vous fait faire aussi d'apprentissage. En général, ça va très bien. Il y a peut-être des gens qui sont avec Service Québec, donc qui sont financés par Service Québec. Service Québec, dans le fond, nous, on va prendre les présences, les enseignants vont prendre les présences à tous les débuts de cours. On se doit, nous, avec Service Québec, on a une entente où on doit, une fois par mois, faire parvenir via un système de référence de Service Québec les moments où vous êtes absenté. Puis tantôt je parle, ça va être autant, même si, comme je vous disais, quand on est en ligne, c'est une salle de classe aussi, quand on est à distance. Donc, ça va être la même chose que quand on est en présence là, au niveau des absences. Soyez rassurés, c'est seulement les gens qui sont référés par Service Québec qu'on envoie là, les absences, puis eux vont vous faire signer quelque chose là, comme quoi vous acceptez qu'il y ait un transfert d'informations. Pour nous autres, c'est important là, au niveau de cette confidentialité-là. Tout au long de votre formation, il y a différentes mesures d'aide qu'on vous met en place. On est près de nos enseignants tout au long de votre formation. Les enseignants, dans le fond, au niveau des mesures d'aide, ils vont être attentifs et vous aussi, les étudiants, ce qu'on dit, c'est que si vous avez des difficultés en classe, il faut réagir immédiatement. En ce sens que des fois, on n'attend pas 4 cours avant de signaler que j'ai des choses que je ne comprends pas. Avec l'aide des enseignants, si vraiment vous voyez que vous avez de la difficulté, vous en parlez avec votre enseignant, on peut faire du tutorat. Donc, entre autres de mesures d'aide, on peut faire du tutorat par les pairs. Donc, on vous jumelle avec un étudiant qui est dans votre classe, qui, pour lui, les notions sont bien assimilées, puis vous donne, là, vous aide là, à bien assimiler les notions. Pour ça, par contre, pour bénéficier des mesures d'aide, les mesures d'aide sont accessibles pour les gens qui sont présents. Donc, ce n'est pas une reprise de cours, mais c'est bien pour des étudiants qui ont plus de difficultés, qui sont présents en classe, que les travaux sont faits, les exercices sont faits aussi. Il y a peut-être des gens qui ont aussi un diagnostic. Sachez que quand vous étiez, peut-être qu'il y a des gens qui avaient un diagnostic quand ils étaient au secondaire, au primaire. Ça peut être différent, là, déficit d'attention, dyslexie, dysorthographie, etc. Donc, au collégial, c'est possible d'avoir des mesures d'aide aussi. On a une conseillère en service adapté. Vous rencontrez la conseillère en service adapté qui va faire un plan d'intervention avec vous pour que vous puissiez avoir accès là, aux mesures d'aide comme vous avez peut-être eu dans le passé. Au niveau de l'admission, je serais rendue à vous expliquer l'admission. On a un maximum là, de 30 places pour le programme. Nécessairement, comme je vous dis, moi, je fais l'analyse de chacun des dossiers. Je regarde si vous répondez dans un premier temps là, aux conditions d'admission, ainsi le préalable de mathématiques aussi. Et si on a plus de 30 places, à ce moment-là, on va bâtir une liste d'attente, puis on va, s'il y a des désistements, à ce moment-là, on va rappeler les gens sur la liste d'attente. Nous avons, dans le fond, vous devez faire votre demande d'admission via le SRAM, qui est le Service régional d'admission Montréal métropolitain. Donc, dès demain, c'est possible d'aller, vous avez le site Internet, mais vous pouvez aller rechercher dans Google là, ou un autre moteur de recherche SRAM Admission. Et à partir de demain, vous allez pouvoir déposer une demande d'admission. Entre le 7 septembre et le 6 octobre, donc, vous pouvez déposer vos demandes d'admission. Ces dossiers-là vont être priorisés dans un premier temps. Donc, toute personne qui, au 6 octobre, a déposé son dossier, moi, je reçois les dossiers, ces gens-là vont être priorisés.
par la suite, il va toujours être possible de faire un dépôt de dossier, mais on va accepter les gens, là, ça va être après le 6 septembre, ça va être, on pourrait dire, le premier arrivé, premier servi pour ceux qui répondent aux conditions d'admission. Vous allez devoir, dans le fond, quand vous allez faire votre demande d'admission, vous allez cliquer sur la section « Soumettre une demande d'admission » et ça va être important d'aller dans la section « Formation, candidat à la formation continue » parce que vous allez avoir une autre section qui va être pour les candidats réguliers. Donc, c'est pour les gens qui veulent aller vers un DEC. Nous, c'est vraiment les candidats, vous êtes à la formation continue pour les attestations d'études collégiales. Quand vous allez faire le dépôt de votre dossier, vous allez devoir payer des frais de 30 $ pour l'ouverture de dossier. En fonction de votre statut de résident du Québec, êtes-vous né au Québec ou à l'extérieur, vous allez voir, vous allez possiblement avoir des documents supplémentaires à fournir. Vous allez pouvoir nous fournir aussi un curriculum vitae. Ça nous permet de voir, c'est pas une condition pour être admis, mais ça nous permet d'avoir un profil un peu des gens là, d'où les gens proviennent. Fait que ça va vraiment être de suite quand vous faites votre demande d'admission, au fur et à mesure que vous allez répondre aux questions, c'est à ce moment-là qu'ils vont vous dire si vous avez besoin de joindre des documents supplémentaires. Je vous donne un exemple. Vous êtes né au Québec, vous avez fait vos études secondaires au Québec. À ce moment-là, vous n'aurez pas de certificat de naissance à fournir. Le SRAM va chercher les informations là, directement sur le site des ministères, autant pour les études secondaires, les notes, le collégial aussi. Donc, ils vont chercher là, directement sur le site des ministères là, vos notes, là, les cours que vous avez faits. Donc, les dates importantes, comme je vous disais tantôt, la date de la formation du 13 novembre 2023 au 14 février 2025. Période d'inscription du 7 septembre au 6 octobre. Par la suite, c'est possible d'effectuer une demande d'admission. Vous avez dans le fond, il faut avant le 18 octobre. Non, excusez-moi, les réponses, on va vous donner une réponse pour les gens qui vont avoir déposé pour le 6 octobre. Vous allez recevoir une réponse aux alentours du 18 octobre pour l'admission. Et il y a des inscriptions tardives, comme je vous disais tantôt, du 7 octobre au 8 novembre. On serait rendu à la période de questions. Dans le fond, c'est toujours possible pour moi là, de me rejoindre. Si des fois, après la rencontre, vous avez des questions à me demander, vous pouvez me rejoindre. Mon numéro de téléphone est le 450-436-1580 au poste 1615. Ou vous pouvez toujours me rejoindre par courriel aussi. C'est C-Bouchard, mais pas de D. C-B-O-U-C-H-A-R à commercial cstj.qc.ca. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter l'enregistrement. Puis, vous allez pouvoir là, me poser vos questions. Si c'est des questions plus spécifiques là, à votre dossier, à ce moment-là, peut-être là, attendre soit à la fin de la rencontre quand les gens ont écouté ou me contacter là, demain. Je vais arrêter. Je vais poser une question, s'il vous plaît.